bonjour à tous. Je remercie tout d'abord le CNFPT et la communauté d'agglomération Pays Basque pour l'organisation de ce colloque et leur invitation. Nous allons aborder ensemble l'actualité jurisprudentielle 2022-2023 de l'allocation en courte durée, sujet que j'ai abordé sur un angle un petit peu différent de celui qui est celui des collectivités, puisque je suis avocat au barreau de Nantes et j'exerce en droit public et privé des affaires et en droit immobilier. J'ai donc eu à connaître de la réglementation relative à la courte durée, heu, Airbnb, Abritel et cetera, heu, à compter de 2017-2018, lorsque les premières réglementations nationales et leurs déclinaisons locales sont apparues, et principalement sous l'angle de la problématique de propriétaires qui, exploitaient déjà en courte durée et qui, souhaitaient, se mettre en conformité, donc étudier les modalités de cette mise en conformité, les autorisations à obtenir et cetera. Ou souhaitait, étudier, les limites, y compris pour envisager, d'arrêter ou de basculer sur un autre mode de gestion, compte tenu de cette évolution réglementaire. Donc 1er élément intéressant de la jurisprudence récente, c'est un jugement du tribunal administratif de Pau du 6 mars 2023 qui nous confirme la légalité de l'obligation de compensation intégrale qui figurait dans un règlement adopté par la communauté d'agglomération Pays Basque. Dans cette affaire, le tribunal administratif de Pau va adopter la même position que la Cour de cassation et que d'autres juridictions administratives en reconnaissant la proportionnalité de l'obligation de compenser la création d'une location touristique de courte durée par la conversion d'un bien qui avait jusqu'à présent une affectation commerciale, afin d'assurer une forme d'équilibre entre la répartition logement-commerce que la location courte durée vient bouleverser. Dans une première décision, le tribunal avait suspendu en référé cette réglementation adoptée par la communauté d'agglomération, mais arrivé au fond, les juges en collégial ont estimé, après un examen des motifs des délibérations, qu'une véritable pénurie était caractérisée et que les caractéristiques de l'obligation de compensation permettaient d'y remédier, notamment par le choix du périmètre géographique. Et donc, le tribunal a finalement estimé que la compensation intégrale était proportionnée dans ce cas. Quelques réserves quand même sur cette décision. Il s'agit d'une décision d'espèce, hein, qui pose des questions sur sa transposabilité dans d'autres territoires, puisqu'on voit bien que le juge a une analyse qui est très personnalisée, en recherchant bah, quelle est la situation du logement sur le territoire considéré et s'il y a véritablement une pénurie. On peut se poser également la question de, l'appréciation de cette proportionnalité selon, bah, l'état du marché immobilier, dans le territoire considéré. Par exemple, en référé, le tribunal de Pau avait dans cette affaire suspendu la réglementation adoptée par la communauté d'agglomération, parce qu'il avait, retenu, quelque chose qui était invoqué par les propriétaires, qui était une réelle difficulté, voire une impossibilité en pratique, à faire des compensations. Puisqu'ils invoquaient, entre autres, les règles d'urbanisme, qui étaient là par ailleurs et qui leur empêchaient de convertir, des commerces en pieds d'immeubles avec vitrines. Donc on voit bien ici peut-être une limite, à la transposabilité de cette décision qui doit donc être regardée comme une décision d'espèce et il faudra continuer d'examiner un petit peu au cas par cas ces réglementations et c'est seulement, au fur et à mesure de l'évolution de la jurisprudence qu'on pourra dégager peut-être de manière plus certaine des lignes de force, sur ce qui fait la proportionnalité d'une obligation de compensation intégrale. On peut se poser également la question des dérogations. On peut citer le cas de Lyon qui a été jugé également par les juges administratifs, et donc réglementation qui n'a pas posé de difficulté, puisqu'il y avait, des dérogations et l'obligation de compensation s'appliquait qu'au-delà d'une certaine surface, donc ce qui permettait aussi de peut-être mieux envisager, sa proportionnalité. Deuxième jurisprudence intéressante, rendue par la Cour de cassation cette fois-ci, qui, vient clarifier les choses sur les sanctions applicables en cas de violation du changement d'usage. On a un cadre juridique, qui est un petit peu touffu. Le législateur a prévu plusieurs sanctions et a distingué celles qui étaient applicables aux propriétaires et celles qui étaient applicables, aux autres acteurs qui ont une activité d'entremise ou de négociation ou de plateforme numérique
Et la Cour de cassation vient rappeler que, ces délits et ces peines sont d'interprétation stricte et que par conséquent, ce qui est applicable aux propriétaires ne l'est pas nécessairement aux gestionnaires, aux entremetteurs ou aux plateformes. On a donc bien un régime différent et des règles différentes pour les sanctions applicables aux uns et aux autres, ce qui n'est pas sans complexifier aussi la chose pour les collectivités dans le cadre de leur contrôle, puisqu'il faut du coup, distinguer, pour un même bien selon à qui on s'adresse. 3e, jurisprudence intéressante, là encore la Cour de cassation, cette fois-ci qui, statue sur la sous-location illicite en courte durée. On est ici dans la situation où on a un propriétaire, bailleur, qui est en l'espèce un organisme HLM, il s'agit d'un logement conventionné. Pour ce type de logement, la sous-location est en principe interdite, quelle que soit sa nature, hein, meublé ou nu, sous réserve de quelques exceptions très précises qui sont prévues par le règlement. Et dans ce cas, le bailleur reprochait à son locataire de pratiquer de manière habituelle la sous-location en meublé de courte durée, et il le prouvait, donc ça c'est ce qui ressort de la cour d'appel juste avant cette cour de cassation. Il le prouvait en montrant, qu'un compte avait été identifié et qui recensait 136 commentaires de locataires entre novembre 2014 et janvier 2018, donc ce qui montrait une forme d'habitude ou de récurrence. La cour d'appel avait estimé que la résiliation du bail n'était pas possible, en sanction de cette sous-location interdite, puisque le preneur continuait d'occuper avec ses filles et ne louait qu'occasionnellement une des 3 chambres du logement. Cependant, la Cour de cassation va rappeler que la gravité du manquement doit s'apprécier à l'aune de l'interdiction de principe de la sous-location des logements sociaux conventionnés. Elle va donc casser l'arrêt d'appel et nous clarifier le fait que, la résiliation est bien encourue dans ce cas. Donc sont également en litige dans cette affaire les fruits de la sous-location. En principe, le bailleur doit se voir restituer l'intégralité des loyers qu'a perçus son locataire par les sous-locations illicites. Mais cette solution, elle est certes adoptée et plutôt confirmée, établie par la Cour de cassation et les cours d'appel. Cependant, elle reste critiquée par une partie de la doctrine qui considère que, une sanction en dommages et intérêts serait plus proportionnée puisqu'il y a une forme d'enrichissement excessif du bailleur dans ce cas d'après eux. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait une évolution, sur cet aspect-là en particulier. Et enfin, 3 éléments d'actualité, qui paraissent intéressants également pour situer, vers où peut aller la jurisprudence et quels vont être les nouveaux terrains de discussion devant les juges. On a tout d'abord l'adoption d'un nouveau règlement par la mairie de Paris, avec de nouveaux obstacles à la transformation des logements et des commerces, et on voit là une nouvelle préoccupation, c'est celle de préserver, aussi le commerce en pied d'immeuble et la disponibilité de locaux commerciaux, puisque la conversion, pour répondre aux obligations de compensation, peut aussi, quelque part, contribuer à transférer un phénomène de raréfaction du logement vers un phénomène de raréfaction du commerce. On a également les affaires Dark Store devant le Conseil d'État, qui nous fournissent des clés de lecture sur l'application de la réglementation d'urbanisme en cas de changement d'usage ou de destination, occulte ou non déclarée ou sans faire les démarches nécessaires, et sur les pouvoirs des maires, notamment le recours à la nouvelle procédure de mise en demeure, qui est jugée, plus efficace parce qu'à leur main et qui évite le recours à la procédure pénale, qui est beaucoup plus, complexe, lourde à mettre en œuvre et qui n'est pas tout à fait à la main des maires puisqu'ils n'ont qu'un rôle, un peu subsidiaire dans cette procédure qui relève plutôt de l'État. Et enfin, on a une proposition de loi à l'Assemblée nationale, qui concerne directement la location courte durée. Mais on ne sait pas trop où elle va aller finalement, puisque c'est une proposition de loi d'un groupe minoritaire qui sera débattue dans le cadre d'une niche parlementaire, donc qui sera certainement, fortement amendée et fortement, remaniée. Il n'est pas certain non plus qu'elle soit adoptée in fine. Mais on voit là aussi, des mesures, qui sont débattues et qui visent à inciter, voire à contraindre, les propriétaires qui exploitent en courte durée à remettre, leur logement sur le marché, de la location, classique en longue durée. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie à nouveau, bien évidemment, le CNFPT et la communauté d'agglomération Pays basque pour l'organisation de ce colloque, et je reste, à votre écoute pour toute question, complément ou même, besoin d'assistance, sur ces sujets.